Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour le deuxième épisode de Stars de Ligue 1. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous mettrai le lien dans la description, on avait parlé de 10 stars, donc là aujourd'hui on va en parler de 10 autres. Donc quand je veux dire star, je parle vraiment de joueurs importants, de joueurs qui avaient une certaine aura, hein. On ne parle pas forcément de véritables stars. C'est vraiment des joueurs qui étaient assez importants et qui ont pu marquer que ce soit leur pays ou quelque chose comme ça et qui sont arrivés en Ligue 1, mais c'est pas forcément voilà des véritables stars comme par exemple des Lionel Messi. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux. Par contre, il y a toujours beaucoup de personnes qui regardent qui sont pas abonnées. Donc si vous aimez bien le contenu, si vous appréciez le contenu et si vous voulez apporter le soutien à la chaîne pour qu'elle se développe, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Mario Balotelli, l'enfant terrible du football italien. Le potentiel qu'il avait, lui, tout de même, franchement, c'était vraiment fou, mais bon, malheureusement, le comportement ne suivait pas forcément. On commence à le voir du côté de l'Inter en 2007, où il fait plutôt des bonnes choses, mais on voit déjà son caractère bien trempé. Il a des problèmes, notamment avec José Mourinho, et en 2010, même s'il remporte la Ligue des Champions, il y a des brouilles, que ce soit avec Zanetti, que ce soit avec les supporters, donc voilà, il n'est pas forcément très important dans cette victoire, dirons-nous. Et en 2010, il quitte donc l'Italie et il part du côté de Manchester City. Ou à Manchester City, ça va être un peu pareil, hein. Il va avoir notamment des problèmes de comportement. Il va y avoir ce fameux but contre Manchester United où il va montrer son maillot avec Why Always Me, mais voilà, à part ça, on voit qu'il a vraiment un talent assez fou. Ça peut être un buteur excellent, un buteur ultime qui est capable d'avoir quasiment toutes les capacités et toutes les qualités. Mais voilà, malheureusement, la tête ne suit pas. Il est quand même acheté plus de 28 millions par les Citizens. À l'époque, c'était quand même beaucoup, mais bon, Manchester City venait d'être racheté. Et forcément, quand on est un nouveau riche, on dépense toujours plus pour les recrues. Le PSG l'a vécu, Chelsea le vit là actuellement. Mais voilà, jusqu'au 2013, rien de bien fou, rien de transcendant, même si son Euro 2012 a marqué tout le monde, il était vraiment énorme à cette époque-là. Mais voilà, en 2013, il décide de quitter l'Angleterre et il part du côté du Milan AC, de l'AC Milan, pardon. Et à l'AC Milan, ça va beaucoup mieux, il va faire plutôt 2 belles saisons, et il se dit donc qu'il va pouvoir retourner dans un autre club anglais. Il part du côté de Liverpool, où ça va être très compliqué. À Liverpool, ça se passe pas bien du tout, donc il est prêté à nouveau à l'AC Milan, et en 2016, un club français décide de miser sur Mario Balotelli, et c'est l'OGC Nice. L'OGC Nice qui sort vraiment d'une super saison avec notamment le grand Hatem Ben Arfa à cette époque-là. Il décide de miser sur Mario Balotelli et voilà, on se dit que c'est vraiment un pari risqué, mais c'est vrai que ça attire quand même les convoitises et ça attire la curiosité de voir l'ami Balotelli du côté de la Ligue 1. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a vraiment très bien marché. C'est Lucien Favre qui arrive du côté de la Côte d'Azur et je pense qu'il a vraiment bien compris comment gérer Mario Balotelli. Et on a presque la meilleure version de Mario Balotelli dans sa carrière, je trouve, c'est à Nice. En tout cas en club, c'est une des meilleures versions. La première saison est excellente, il va marquer 17 buts et la deuxième est encore meilleure car il va en marquer 26, vraiment Balotelli est très fort. Mais Lucien Favre va quitter la Côte d'Azur et c'est Patrick Vieira, son ancien coéquipier du côté de Manchester City, qui va rejoindre le club niçois. Et avec Patrick Vieira, ça va être assez compliqué. Déjà, Balotelli, il veut partir car il a fait 2 bonnes saisons et il pense qu'il peut avoir d'autres opportunités. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais soit. Et avec Patrick Vieira, ça se passera pas forcément bien. Il ne mettra plus vraiment un pied devant l'autre. Il sera vraiment en grande difficulté. Vieira ne lui fait pas confiance. Sûrement à cause de son vécu du côté de Manchester City. Et en mercato hivernal, 2018-2019, un club va vouloir le recruter. Il va le recruter pour 6 mois. Et ce club, c'est un autre club français car c'est l'Olympique de Marseille. Où il jouera donc bien 6 mois, où il marquera quand même 8 buts en 15 matchs. Mais c'est pas forcément transcendant et on sent surtout qu'il faut surtout pas le renouveler. En fait, je crois que c'est un contrat de mémoire sur 6 mois et si les 6 mois se passaient bien, il y avait une option pour renouveler 2 ans, quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou si vous avez la réponse exacte. Mais ils vont décider de le recruter. Bon, on se rappelle quand même de cette petite célébration selfie qui était assez marrante. Et il va quitter donc la France et après il va faire une pige à Brescia. Il va ensuite aller à Monza en D2 italienne. On va le voir rebriller du côté de Adana en Turquie. Et là, aujourd'hui, il est au FC Sion. Et au FC Sion, ça se passe pas trop mal, mais c'est pas fou. Mais le club, apparemment, est géré de façon vraiment bancale. Là, par exemple, il y a eu David Bettoni qui était arrivé en mars, l'ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, qui avait commencé sa carrière d'entraîneur principal dans un club professionnel, car avant, il était chez les jeunes. Et il est arrivé en mars, il a déjà été viré, là, il y a quelques jours. Ça montre vraiment que le club n'est pas forcément bien géré. Et donc voilà, le FC Sion, apparemment, c'est assez compliqué niveau gestion. Il y a quand même des belles stars du côté du FC Sion pour les nostalgiques. D'anciens joueurs qu'on joue en Ligue 1, on peut penser à Giovanni Sio, à Willan Cyprien, à Denis Wilpoa, et également pour les Lensois et les Rennais, le nom va vous dire quelque chose, à Dimitri Cavaret. Ah, pas mal, hein. Belle brochette. Bobo Vieri, pour les gens qui ont à peu près mon âge, c'est un attaquant qu'on a vraiment apprécié et qu'on a aimé voir. Attaquant chirurgical, vrai buteur, assez fou vraiment tout ce qu'il pouvait faire. Bon, par contre, on peut pas dire qu'il avait vraiment l'amour du maillot, car il a quand même joué à la Juve, à l'Inter, il a joué également à l'AC Milan, donc ça a été quand même assez compliqué.
Il a fait d'autres clubs italiens, notamment l'Atalanta ou la Lazio pour ne citer que. Et en 2006, alors qu'il est justement à l'AC Milan, c'est sa première année, il est barré par Shevchenko, il a vraiment très peu de temps de jeu. Et de ce fait, Vieri décide de rejoindre Monaco pour une saison. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, il a également joué à l'Atlético de Madrid dans sa carrière, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié en travaillant la vidéo, mais voilà, il est passé à l'Atlético de Madrid. Et le problème de Christian Vieri, et c'est vraiment le mal de sa carrière, c'est qu'il était quasiment toujours blessé. Le docteur Volpi, l'ancien médecin de l'Inter, a dit qu'il avait des muscles de soie, et c'était un peu ça, et c'est pourquoi on n'a pas forcément eu toute la quintessence de la palette de Christian Vieri, et c'est vraiment dommage parce qu'il avait un talent absolument énorme quand il a fait des saisons complètes, enfin quasi complètes du coup. De côté de l'Inter, c'était plutôt très très bon. Donc il rejoint Monaco donc en janvier 2006. Afin d'avoir du temps de jeu, et puis il y a une Coupe du Monde qui se rapproche d'ici quelques mois, Marcello Lippi veut compter sur lui, donc il décide de quitter Monaco pour avoir du temps de jeu et pour avoir une possibilité de pouvoir être sélectionné, parce que la concurrence est plutôt rude dans la Squadra Azzurra. Mais malheureusement, il va encore se blesser et il va être forfait pour la Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde qui d'ailleurs va être gagnée par les Italiens, donc vraiment gros mal pour Christian Vieri. Et il va ensuite partir, il va rester que 6 mois, il va partir du côté de l'Atalanta Bergame, où d'ailleurs il va toucher un salaire vraiment minime de 1500 € par mois, car il sait que son corps n'est pas vraiment en forme, et pour pas que le club le paye trop cher, parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir jouer correctement, il baisse son salaire, ce qui est plutôt une belle chose. Il va quand même mettre 5 buts en 11 matchs du côté de Monaco, ce qui est un ratio assez correct, dirons-nous. Mais en plus, avant de retourner à Atalanta, il avait dit qu'il avait le mal du pays à Monaco, ce qui est plutôt surprenant, parce que bon, Monaco, l'Italie, c'est pas forcément très très éloigné, mais soit, je ne juge pas. Mais donc, il rebondit à l'Atalanta, et malheureusement, on retrouvera plus vraiment le grand Christian Vieri, même s'il fait une pige à la Fiorentina, où ça se passe plutôt bien, mais voilà, on a un Vieri qui essaye de lutter contre son corps, et qui va prendre sa retraite après être repassé du côté de l'Atalanta en 2009. Bon, lui, je pense qu'il parle à tout le monde car il est un joueur majeur des 10 dernières années en Ligue 1, mais Edinson Cavani est arrivé au PSG, et franchement, Cavani, j'étais absolument fan, c'était un de mes joueurs préférés, je pense, depuis que le PSG est racheté par les Qataris. Il arrive en provenance de Naples pour 63 millions d'euros, et Edinson Cavani, je trouve qu'on s'est rendu compte de son talent peut-être un peu après, parce qu'en fait, il était beaucoup critiqué. Edinson Cavani, c'était un joueur qui avait tendance à un peu gâcher, parce que c'est quand même beaucoup d'attaquants, c'est des attaquants qui tentent beaucoup, donc forcément il y a du déchet. Je trouve qu'on s'arrêtait un peu trop là-dessus, et on attendait trop de miracles, on va dire, de la part d'Edinson Cavani, alors que quand on voit aujourd'hui l'effectif du PSG, je peux vous dire qu'un Edinson Cavani, il ferait du bien, car c'était un neuf qui avait la rage, qui avait la capacité de faire des efforts défensifs, de faire des gros retours, et en plus de ça, il était plutôt complet, il était bon, il marquait des vrais buts, et voilà, je trouve qu'Edinson Cavani, moi, il a pas été forcément coté à sa juste valeur. Il y a eu une comparaison un peu débile avec Zlatan Ibrahimovic, où d'ailleurs à un moment Cavani s'est retrouvé à jouer sur le côté pour que Zlatan puisse jouer en numéro 9, et Cavani a essayé de faire ce qu'il a pu. Il n'a pas forcément la palette technique pour jouer sur le côté, mais je trouve qu'il a réussi à se débrouiller du mieux possible, et ça c'est à souligner, c'est pas tout le temps le cas. Et Edinson Cavani, donc il quitte le club parisien en 2020. Donc il aura passé 7 ans du côté de la capitale, et il va signer à Manchester United, et je pense que c'était pas forcément le bon choix, parce qu'à United il signe en tant que doublure, et il aura pas beaucoup de temps de jeu. En plus de ça, le contexte mancunien n'est pas forcément le meilleur, donc il aura pas le temps de jeu escompté ni la confiance. Et en 2022, il a quitté Manchester, et il se retrouve aujourd'hui du côté de Valence. À Valence, malheureusement, il a enchaîné les blessures, donc c'était assez compliqué. Mais le peu de temps qu'il a joué sur son début de saison, il a vraiment apporté. Et pour moi, El Matador, comme on l'appelle, c'était un joueur qui avait quelque chose en plus, et on a vraiment eu de la chance de le voir arriver en Ligue 1. On va parler de Rai, qui est un des premiers joueurs dont je me souviens assez bizarrement, mais en fait il y a eu un match où il y a eu 3-0 pour le Steaua Bucarest contre le PSG sur tapis vert, et il y a eu le match retour que j'ai vu, et j'avais 5 ans, et bizarrement je m'en souviens, je sais pas exactement pourquoi. Mais Rai avait mis un triplé contre le Steaua, victoire 5-0, et le PSG s'était donc qualifié. Il me semble que c'était un tour préliminaire de mémoire. Rai était donc arrivé en provenance du Brésil, du côté de Sao Paulo, où il avait brillé de 87 à 93, et donc Rai a joué de 93 à 98 au PSG, où il a vraiment apporté toute sa palette technique. Il était vraiment très très fort, très puissant, très bon, et malheureusement 98 il n'est pas sélectionné par le sélectionneur brésilien. Et donc il va retourner au Brésil en 98, où il va retourner du côté de Sao Paulo, là où il a brillé, où il jouera jusqu'en 2000. Il aura quand même eu tout de même une 50aine de sélections avec le Brésil, ce qui est pas rien, surtout ce Brésil-là qui a gagné la Coupe du Monde 94 et qui a été en finale en 98, donc vraiment un très 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 beau cru. Mais voilà pour Rai. D'ailleurs, il y a eu un classement qui avait été fait sur SoFoot, sur les 1000 joueurs qui ont marqué la Ligue 1, et Rai était classé 30e, donc ça vous montre quand même le niveau du joueur. Enzo Francescoli est l'idole d'un joueur que vous connaissez tous, un certain Zinedine Zidane. D'ailleurs, si son fils s'appelle Enzo, c'est pour lui rendre hommage.
D'ailleurs, son élégance lui avait valu le surnom de El Principe, le prince, et vraiment, c'était un joueur à part. Donc, joueur uruguayen hein, qui est arrivé en France en 1986. Avant, il avait brillé du côté de Montevideo, donc la capitale uruguayenne, et également du côté de River Plate. D'ailleurs, il avait gagné la Copa América pendant cette période-là, en 1983. Et en 86, donc, il arrive en France du côté du Racing Club de Paris, qui deviendra en 1987 le Matra Racing, où il jouera pendant 3 ans. Et en 3 ans, il va vraiment faire de très très belles choses, qui va donner l'envie à Bernard Tapie, président de l'OM, de l'acheter. Et donc, il va arriver à l'Olympique de Marseille en 1989, sauf qu'il va avoir un peu de blessures. Et l'entraîneur en place n'avait pas forcément confiance en lui. Bon, il va quand même jouer quelques matchs, hein. Il va d'ailleurs être même élu meilleur joueur étranger de Ligue 1. Mais il va quand même être pas mal poussé parce qu'en plus il a quelques pépins physiques par Chris Waddle sur l'aile gauche. Et l'année d'après, Tapie va acheter Abedi Pelé pour remplacer Francescoli. Donc Francescoli va se retrouver à partir. Et il va aller en Italie, plus précisément du côté de Cagliari, où il va y jouer 3 ans jusqu'en 1993. D'ailleurs, pendant la période où il est au Matra Racing, il va encore gagner une Copa América en 1987. Et il en gagnera une 3e par la suite en 1997, où à cette époque-là, c'est la fin de sa carrière. Il venait de rejoindre le River Plate, alors qu'avant il avait également fait une pige au Torino. Vraiment, Francescoli, c'est un nom qui m'a marqué par rapport à l'histoire avec Zinedine Zidane, je pense que tout le monde connaît. Mais quand j'ai regardé justement la vidéo de JB sur compte de foot, bah j'étais impressionné, c'était vraiment un joueur vraiment très élégant, et si vous savez pas vraiment à quoi il ressemble, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. On va revenir à une période plus récente, vraiment beaucoup plus récente, et on va parler d'un joueur anglais qui est arrivé en Ligue 1, un certain Joe Cole. Pour Joe Cole, début de carrière à West Ham, 7 ans à Chelsea de 2003 à 2010 où il marche vraiment sur l'eau, il est vraiment très très fort, capable de jouer un peu sur le côté et de jouer 10. C'est un joueur qui est vraiment très très important et qui a permis au propriétaire russe, Roman Abramovich, d'avoir vraiment une belle équipe. C'est en partie grâce à Joe Cole où il a brillé, quel que soit l'entraîneur et quel que soit ses coéquipiers. Et en 2010, il quitte Chelsea et il va se retrouver du côté du club de la Mercy, à savoir Liverpool, sauf que ça va être beaucoup plus compliqué. Malheureusement, Joe Cole va connaître beaucoup de blessures après la Coupe du Monde 2010 et Liverpool donc va pas pouvoir le faire jouer beaucoup et ils vont décider de le prêter et de le relancer du côté du LOSC. Et du côté du LOSC, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'en ai vraiment des bons souvenirs. Et j'en parle souvent avec un pote qui est fan du LOSC et lui aussi on a plutôt des bons souvenirs. Il arrive en 2011, hein, juste après le titre de champion de France. Et voilà, Joe Cole, il fait quand même pas mal de matchs avec le LOSC. Il va prendre part quand même à 43 matchs. Hein. Bon, bah, il est pas toujours titulaire, certes, mais ça aurait été un élément important lors de cette saison 2011-2012 après titre. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est avec le LOSC qu'il va marquer le premier triplé de sa carrière. C'était en Coupe de France contre Chantilly. Il va donc retourner à Liverpool en 2012-2013 où l'entraîneur en place va pas forcément le faire jouer beaucoup et il va repartir du côté du club de ses débuts, à savoir West Ham, et après West Ham, Aston Villa. Aston Villa, ça se passe pas forcément bien, il est prêté à Coventry City en Championship où il va ensuite signer et il va finir sa carrière du côté des États-Unis à Tampa Bay. Franchement, Joe Cole, sa fin de carrière, elle est un peu décevante parce qu'il avait quelque chose. Il était vraiment spécial, il avait une frappe de bourrin. C'est ce qu'a marqué les Lillois au stade. Franchement, il était assez impressionnant et ouais, voilà, Joe Cole, moi j'ai une petite place, il a une place particulière dans mon cœur. Je venais d'arriver à Lille et j'avais adoré voir ce joueur au stade. Peut-être que le nom ne dit rien aux plus jeunes d'entre vous, et je vous en voudrais pas, mais Jürgen Klinsmann, c'est vraiment une légende en Allemagne. C'est tout simplement un des meilleurs attaquants allemands de l'histoire. Vainqueur de la Coupe du Monde en 90, vainqueur de l'Euro en 96, vainqueur de la Coupe UEFA, l'ancêtre de l'Europa League en 91, avec l'Inter, et il la gagne à nouveau en 1996 avec le Bayern, deuxième au Ballon d'Or en 1995 derrière Georges Weah. Bref, vous aurez compris, véritable monsieur. D'ailleurs, il a également été entraîneur et sélectionneur. Il a été sélectionneur de l'équipe allemande en 2006, donc lors de la Coupe du Monde qui se passe dans son pays, où ils vont finir 3e, et ça a presque été vu comme un échec, parce que on s'attendait à ce que l'Allemagne gagne chez eux. Et après, ça va être assez compliqué sa carrière d'entraîneur. Du côté, il va être sélectionneur des États-Unis où ça va pas forcément bien se passer. Il est entraîneur au Bayern de 2008 à 2009 où c'est l'année où c'est Wolfsburg qui est champion. Et franchement, le Bayern, c'est assez chaotique, notamment autour du mois de mars et du mois d'avril. Enfin bref, Jürgen Klinsmann, on va s'arrêter plutôt sur sa carrière de joueur. Et dans cette carrière de joueur, il a joué en France de 1992 à 1994 et il a joué du côté de la Principauté. Il arrive du côté de Monaco donc à 92 parce que la dernière saison où il était à l'Inter, donc en 91 ou 92, la saison juste après leur titre de Coupe de l'UEFA, Jürgen Klinsmann, il est assez décevant, il marque peu de buts et donc il décide de le vendre. Et du côté de Monaco, il va faire une première saison vraiment splendide. Il va marquer 19 buts en championnat, ils vont finir deuxième de championnat juste derrière Marseille à 2 points de Marseille. D'ailleurs, Marseille ne sera pas champion, hein, vous savez pourquoi en 93. Et vraiment, cette saison, elle est très très bonne de Jürgen Klinsmann et la deuxième va être plus compliquée car il va marquer déjà 10 buts en moins et surtout Monaco va finir que 9e en championnat. Bon, il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est pas anodin. Mais voilà, Klinsmann, c'est un petit peu moins bien sur
deuxième saison et il va partir du côté de l'Angleterre où il va rejoindre Tottenham. Il fera une très grosse saison, ce qui l'enverra du côté du Bayern où il rebrillera, avant de faire une fin de carrière où il sera prêté à nouveau à Tottenham et il finira à la Sampdoria. On va rester avec une personne qui a brillé lors de la Coupe du Monde 94 contre Klinsmann, mais là on va parler de Kenneth Anderson. Alors le nom vous dit peut-être rien non plus, mais c'était un joueur qui était assez marquant lors de la Coupe du Monde 94. Il formait un trio assez magique avec Martin Dahlin et Thomas Brolin, que vous connaissez sûrement si vous jouez à FUT. Et lui aussi, il avait marqué 5 buts, hein, du coup, comme Klinsmann, comme Roberto Baggio d'ailleurs, et également comme Romario, donc rien que ça. La Suède d'ailleurs aura fini 3ème lors de cette Coupe du Monde, c'était vraiment une belle épopée de la part des Suédois. Et quand il décolle à destination des États-Unis en 94, il appartient à un club français, et il appartient en fait au LOSC, qui a joué au LOSC depuis 1993, donc il a fait 1 an au LOSC où ça s'est plutôt bien passé. Il aura mis une petite dizaine de buts, et en fait pendant cette Coupe du Monde, vu que sa cote va monter, il va attirer beaucoup de clubs, il va attirer Benfica, le Sporting, l'Olympique Lyonnais, mais c'est un autre club qui va l'attirer, un club français, en l'occurrence le Stade Malherbe Caen. Et en fait la particularité du Stade Malherbe Caen, en fait l'entraîneur qui est en place à Caen, c'est l'entraîneur qui était en place l'année dernière à Lille, donc Pierre Mankowski, donc il récupère le même entraîneur. Et malheureusement à Caen ça va pas forcément très bien se passer. Bon lui il va quand même mettre ses 9 buts en championnat, ce qui est plutôt correct, mais Caen va descendre en Ligue 2, et Anderson forcément il va pas rester à Caen, il va pas aller jouer en D2, donc il va quitter la France pour l'Italie où il va jouer notamment à Bari, à Bologne ou à la Lazio. À River Plate, il arrive en 2001 à 19 ans du côté du FC Barcelone avec un très gros salaire. Et pour l'instant, le salaire, clairement, il vaut le coup. 19 buts de la première saison, 13 de la deuxième et 14 de la troisième. Mais le salaire commence vraiment à poser problème et on se rend compte qu'il y a d'autres attaquants qui peuvent être plus prolifiques. Donc en 2004, on décide de se pencher sur Henrik Larsson et sur Samuel Eto'o du côté de la Catalogne. Et Javier Saviola va donc être prêté du côté de la Principauté qui vient de laisser Fernando Morientes partir. On en a parlé dans l'épisode 1. Et on se dit qu'avoir un autre attaquant de pointe, voilà, d'une grosse pointure du championnat espagnol, ça va apporter pas mal d'occasions et il va vraiment marquer pas mal de buts. Sauf que entre Morientes et Saviola, il y a clairement un profil vraiment différent. Il y en a un qui est très grand, assez lent dirons-nous, et très bon de la tête. L'autre était tout petit, virevoltant. Donc bon voilà, pourquoi pas, mais c'était clairement pas une si bonne idée. Même si clairement Saviola du côté de Monaco, c'est loin d'être un échec, hein. C'est pas extrêmement flamboyant, mais c'est pas un échec. Il va quand même marquer 17 buts en 41 matchs du côté de Monaco, ce qui est loin d'être ridicule, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément entièrement convaincu, mais c'est surtout qu'il est passé dans une saison, la saison 2004 de Monaco était absolument exceptionnelle, et bah forcément on s'attendait à mieux, et bah la saison était un peu moins bien, avec Didier Deschamps, et bah forcément Saviola en a payé les frais et les critiques ont été très fortes pour lui. Mais il n'était pas si nul franchement du côté de Monaco, loin de là. Donc après ce prêt, il va partir du côté de Séville où il va être prêté. Il va d'ailleurs gagner la Coupe UEFA avec où il formera d'ailleurs une doublette avec un certain Luis Fabiano. Et en 2006, il retourne donc au Barça où il va pas beaucoup jouer. Et en 2007, il a failli signer à l'Olympique Lyonnais où on parlait d'un échange notamment avec Eric Abidal, sauf que Saviola est en fin de contrat. Donc bon, un peu bizarre. Mais c'est un club très ami avec le Barça qui va recruter Saviola, à savoir le Real Madrid. Alors on est sur des joueurs qui ont l'amour du maillot, hein. Et au Real Madrid, ça va pas être forcément flamboyant. 2007-2009, la période du Real Madrid est pas très folle. C'est l'avant Florentino Pérez et le rachat des Ronaldo, tout ça. Même si l'année 2007 est loin d'être mauvaise, hein, avec un Van Nistelrooy qui marque énormément de buts, mais Saviola c'est un peu décevant. En plus, il a quelques pépins physiques également. Et en 2009, il se relance et il part au Portugal du côté de Benfica, où vraiment jusqu'au 2012, lui, il va être très fort là-bas au Portugal. Il va quitter le Portugal car il y a un autre projet espagnol qui va se former, à savoir Malaga. On en parlera bientôt sur la chaîne. Je pense que en juillet, il y aura une vidéo sur Malaga parce que clairement ça vaut le coup. Et il va rester qu'un an du côté de Malaga, ça va pas forcément très bien se passer. Et il va rebondir en Grèce, à savoir l'Olympiakos, où il va marquer quand même 14 buts en 32 matchs, hein, ce qui est pas ridicule. Et ensuite, il fera un an en Italie, à l'Hellas Vérone, avant de boucler la boucle en retournant à River Plate. On va finir rapidement avec Milan Barros parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les flops sur l'Olympique Lyonnais, mais voilà, Milan Barros c'était quand même une star avant qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais. Il était du côté de Liverpool de 2002 à 2005, d'ailleurs pendant cette période il a été meilleur buteur de l'Euro 2004, la République tchèque était vraiment une équipe de fou d'ailleurs à l'Euro 2004. Et en 2005 il quitte le club de la Merseille car il reste un petit peu décevant, il marque pas tant de buts que ça du côté de Liverpool et il va essayer de briller du côté d'Aston Villa, où il va marquer 11 buts en 48 matchs. D'ailleurs, avant de rejoindre Aston Villa, il y avait également Monaco qui le voulait, mais bon, ça s'est pas fait, après Saviola, hein, du coup.
mais ça s'est pas fait, et c'est finalement l'Olympique Lyonnais qui va le recruter en 2007, et franchement, moi, l'Olympique Lyonnais, j'en ai pas de bons souvenirs. C'est un échange entre Barros et John Carew, et Barros, bah, c'est 7 buts en 33 matchs, c'est ce geste sur Mbia, qui a un peu insinué comme du racisme. Lui expliquera que c'était juste pour dire que, bah, en fait, il avait pas forcément de place et qu'il était asphyxié par lui. Bon, soit. La LFP n'y croira pas et le suspendra quand même pour 3 matchs. Et l'autre fait d'armes de Milan Barros, hein, c'est un record qu'il a, mais malheureusement, c'est pas un record lié au foot. C'est les 271 km/h sur l'autoroute lyonnaise au lieu de 130. Bon, c'est un beau record, mais j'aurais préféré qu'il batte le record de but, hein. Malheureusement, Barros n'est pas Erling Haaland. Et il va donc quitter l'Olympique Lyonnais, où il va être prêté tout d'abord à Portsmouth. Et il va donc quitter en janvier 2008, hein, je crois que j'ai pas précisé, mais il arrive en janvier 2007 et il part en janvier 2008, donc ouais, c'est un homme qui bouge pendant le mercato hivernal, avant de partir à Galatasaray de 2008 à 2013, où là pour le coup il va se régaler, il va marquer énormément de buts, 61 buts en 116 matchs, bon il y a quelques pépins physiques encore à nouveau, et après il va enchaîner quelques piges au Baník Ostrava, hein, le club tchèque, qui est d'ailleurs son club formateur. Et il va également jouer à l'Antalya Sport et notamment Slovan Liberec également du côté de la République tchèque. Donc l'Antalya Sport c'est en Turquie, hein, j'ai pas précisé mais ça semble logique. Et il va prendre donc sa retraite en 2020. Et Milan Barros, franchement, ouais, grosse déception. Je vous en avais parlé, mais ouais, j'attendais à mieux quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai pas précisé, mais il y aura pas mal d'épisodes hein, de Star de Ligue 1. J'en ai parlé de 10, il y en a encore 10 et il y en aura encore d'autres. Pour l'instant, j'ai de la matière pour en faire au moins 5. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais franchement, j'ai déjà pas mal de matière. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. N'oubliez pas de liker également, c'est très important pour le référencement. Et je vous dis à bientôt, à samedi. On va parler de Brentford. Petit coup de cœur de la saison. Et j'avais envie d'en parler avec vous, donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, prenez soin de vous. Tchuss!